Donc l'HTA et grossesse. Rebonjour, on va toujours enchaîner avec Dr Hayat Najih, HTA et grossesse. À vous la parole. Merci. Bonjour, chers amis et collègues. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Je remercie tous les membres de l'association l'ML de m'avoir joint à ce congrès pour animer cette présentation sur l'HTA et grossesse. Alors, la première des choses que je vais dire, c'est que dorénavant, il ne faut plus parler d'HTA et grossesse parce qu'il n'y a pas une seule HTA, mais des HTA de grossesse. Et donc, il faut parler plutôt des désordres hypertensifs de la grossesse. Alors, je vais essayer, Inch'Allah, tout au long de cette présentation, de répondre aux principales questions que vous vous posez chaque jour dans votre cabinet devant une femme enceinte qui se présente chez vous pour une hypertension artérielle. Et donc, on va se baser sur les recommandations donc, internationales, européennes de 2018, américaines de 2020 et les dernières recommandations de l'ISSHP de 2018. Donc, je rappelle que l'hypertension artérielle est la principale complication au cours de la grossesse, qu'elle complique 5 à 10% des grossesses, que comme vous le savez tous, c'est une cause majeure de morbimortalité maternelle avec un risque de défaillance multiviscérale, de CIVD, d'AVC et de complications placentaires, de morbimortalité fétale avec un risque donc de retard de croissance intra-utérine et de prématurité. Alors, les complications materno-fétales en aigu et à court terme des désordres hypertensifs de la grossesse, ça vous le savez tous, mais la nouveauté ces dernières années, c'est le risque à long terme. Et il faut retenir 3 principaux risques qu'on va détailler tout à l'heure. D'abord, c'est le risque de récidive lors des grossesses ultérieures. Ensuite, c'est le risque de chronicité de l'HTA. Et ensuite, le risque le plus important, c'est le risque d'accident cardiovasculaire chez les femmes qui ont été donc sujettes à des hypertensions au cours de la grossesse. Et de là, l'intérêt donc d'une prise en charge multidisciplinaire qui doit faire intervenir le médecin de famille, le cardiologue, le gynécologue, l'obstétricien et le réanimateur et éventuellement la sage-femme pour améliorer le pronostic de ces patientes. Alors, sur le plan physiopathologique, comme vous le savez, la prééclampsie, c'est une maladie vasculaire et actuellement, la nouveauté, c'est que, bien évidemment, on a toujours parlé de maladie vasculaire. Actuellement, donc, c'est surtout, on parle donc de conflit immunologique entre la mère et le fœtus. Et donc, comme vous le savez très bien, je vais faire que rappeler, c'est qu'au cours de la grossesse normale, il y a un état d'immunocompétence, c'est-à-dire qu'il y a un état de tolérance entre la mère et le fœtus. Bien évidemment, parce que le fœtus, il a 50% de capital génétique qui est étranger par rapport à la mère. Et donc, lors de l'anidation, qu'est-ce qui se passe? Le trophoblaste, il acquiert un caractère ou un phénotype invasif. Donc, il va envahir l'endomètre et puis il va envahir l'endothélium vasculaire des artères spiralées. Et donc, ceci va entraîner des conséquences hémodynamiques très importantes, à savoir une vasodilatation majeure, une augmentation du débit cardiaque, une activation vagale, des modifications du baroréflexe et du système nerveux et du système rénine-angiotensine. Et tout ça va entraîner une baisse de la pression artérielle lors du 1er et du 2e trimestre. Et ça, c'est très important pour vous de connaître le risque d'hypotension chez la femme enceinte lors des 2 premiers trimestres. Alors, ce qui se passe chez les patientes qui développent des syndromes hypertensifs au cours de la grossesse, c'est 2 éléments capitaux que vous devez garder en tête. C'est premièrement une placentation qui est défectueuse vers les 16 semaines d'aménorrhée et deuxièmement, c'est une réponse maternelle anormale à la placentation. Alors ces 2 éléments majeurs vont entraîner quoi? Une ischémie placentaire. Donc l'ischémie placentaire est le primum movens de tout ce qui va se passer après. Parce que vous allez être devant un placenta qui est ischémié et donc il va y avoir un stress oxydatif, une réaction inflammatoire généralisée et une dysfonction endothéliale avec des vasospasmes, une activation de la coagulation et de là va découler toutes les complications maternelles et fétales. Alors, ce qu'il faut savoir, et j'insiste là-dessus, c'est que vous, maintenant, vous avez compris la physiopathologie des désordres hypertensifs de la grossesse et surtout de l'HTA gravidique et de la prééclampsie. Et donc, vous êtes devant une patiente qui est enceinte et qui est hypertendue. Donc, sur le plan physiopathologique, il faut toujours garder à l'esprit que l'HTA n'est pas uniquement un symptôme de la maladie, mais c'est également un moyen d'assurer la perfusion fétale. Et donc, quand vous allez mettre la patiente sous un traitement antihypertenseur, il faut non pas seulement
seulement avoir comme objectif de faire baisser ou normaliser les chiffres tensionnels, mais également de préserver le pronostic fœtal et la vascularisation fœtale. Pourquoi? Parce que le placenta, il n'est pas autorégulé, et donc la vascularisation du fœtus dépend de la vascularisation placentaire, et la vascularisation placentaire elle-même, elle dépend de la circulation systémique, et donc si vous faites baisser trop les chiffres tensionnels chez la femme enceinte, vous allez compromettre la vascularisation du fœtus. Alors, la première chose, c'est la définition de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. C'est comme la femme, bien sûr, qui n'est pas enceinte, la définition d'une hypertension au cours de la grossesse. C'est une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique qui est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Alors, la particularité de la définition de l'hypertension chez la femme enceinte, c'est la classification. Alors, on parle d'une HTA légère à modérée. Et ça, c'est très important à connaître et à retenir, parce que de la définition et la classification va en découler la prise en charge thérapeutique. Et donc, on parle d'HTA légère à modérée si la patiente se présente avec des chiffres tensionnels entre 14 et 16 de systolique et ou entre 9 et 11 de diastolique. Et on va parler d'hypertension artérielle sévère chez la femme enceinte si vous êtes devant une femme enceinte qui se présente avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Alors, bien évidemment, comment vous allez faire la prise de la pression artérielle? Vous allez vous baser sur les dernières recommandations. Vous allez prendre la pression artérielle chez la femme enceinte qui est assise, avec un bras qui est soutenu sur un plan dur. Vous pouvez utiliser un sphygmomanomètre à mercure et actuellement, les recommandations sont pour l'utilisation d'un tensiomètre qui est automatique avec un brassard qui est adapté à la femme enceinte et des tensiomètres qui sont valides. D'accord? Vous allez prendre 3 mesures à 1 minute d'intervalle en éliminant la première mesure. D'accord? C'est pas comme les anciennes recommandations. Il fallait moyenner les 3 mesures. Actuellement, il faut prendre 3 mesures à 1 minute d'intervalle, éliminer la première mesure et moyenner les 2 deuxièmes. Et cela va vous permettre, bien évidemment, de diminuer le risque d'acheter à blouse blanche. Alors, maintenant, quelle est la place de la mesure ambulatoire de la pression artérielle chez la femme enceinte? Alors, il faut savoir que toute patiente qui se présente chez vous au cabinet avec une HTA qui est légère à modérée, il faut faire une confirmation de cette hypertension artérielle par une mesure en dehors du cabinet. Soit vous allez faire une automesure, d'accord, à domicile, soit au mieux vous demandez une MAPA, c'est-à-dire un holter tensionnel, qui va vous permettre non pas seulement de poser le diagnostic donc d'HTA, mais aussi d'éliminer une HTA blouse blanche, de faire le diagnostic d'HTA masqué qui est très fréquent chez la femme enceinte et d'évaluer la charge tensionnelle globale de la patiente. Alors, là, ce qui est important, donc au début, j'ai dit qu'il faut dorénavant parler de désordre hypertensif de la grossesse et il faut savoir que ces désordres hypertensifs, dans ces désordres, il y a plusieurs entités. Donc la première entité que vous devez connaître, c'est une HTA qui est préexistante à la grossesse. Là, c'est très simple. C'est une patiente qui est déjà connue hypertendue, qui se présente chez vous au cabinet avec une grossesse. Et donc, c'est une HTA qui est apparue avant 20 semaines d'aménorrhée. C'est une HTA, bien évidemment, qui va persister après le postpartum. Et c'est une HTA qui peut éventuellement se compliquer d'une protéinurie et ou d'une prééclampsie. La deuxième entité, donc, c'est l'HTA gestationnelle qu'on appelait initialement l'HTA gravidique. Donc, c'est une femme qui n'est pas connue hypertendue et qui se présente avec des élévations des chiffres tensionnels après 20 semaines d'aménorrhée. Bien évidemment, vous avez compris pourquoi après 20 semaines d'aménorrhée, parce que le primum movens étant la placentation défectueuse. Donc, c'est une HTA qui apparaît après 20 semaines d'aménorrhée et qui, le plus souvent, va régresser après 42 jours du postpartum. La troisième entité, c'est une HTA anténatale, et ça vous devez le connaître, surtout dans notre contexte. C'est une patiente qui va se présenter après 20 semaines d'aménorrhée avec une HTA. Et là, vous n'avez pas d'idée sur ses antécédents. Vous ne savez pas si elle était déjà hypertendue ou pas. Alors, en général, chez ces patientes, le diagnostic se fera le plus souvent en postpartum. Si l'HTA régresse, donc il s'agissait d'une HTA gravidique. Si l'HTA persiste, c'est en général une HTA qui est antérieure à la grossesse. La quatrième entité, c'est la prééclampsie, qui, comme vous savez, est définie par une HTA gravidique qui est associée à une protéinurie au-delà de 0,3 g par 24 heures. Là, on va revenir sur cette définition parce que actuellement, les dernières recommandations de l'ISSHP, ils ont modifié la définition de la prééclampsie. On va y revenir tout de suite. La quatrième entité, c'est l'éclampsie. Comme vous savez, c'est quoi? C'est une HTA qui est compliquée de troubles neurologiques et surtout de crise tonico-clonique. Et la dernière entité, c'est le HELLP syndrome, c'est-à-dire une HTA gravidique associés à des troubles hématologiques de type cytolyse, hémolyse et
et thrombopénie. Alors là, c'est ce que je viens de dire, c'est que l'ISSHP, en 2018, ont modifié la définition de la prééclampsie. Et franchement, personnellement, je trouve que la définition qu'ils ont proposée, c'est une définition qui est, je vais dire, aussi bien intelligente que pratique. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, je veux bien que la définition de la prééclampsie soit l'association d'une HTA avec une protéinurie. Mais ce qui se passe parfois, c'est que la patiente, elle peut avoir une dysfonction d'organes avec une protéinurie qui va apparaître tardivement. Et donc cette patiente, vous allez la classer comment ? Alors eux, ce qu'ils ont proposé, c'est la nouvelle définition de la prééclampsie, qui est quoi? C'est une femme qui se enceinte, qui va se présenter avec une HTA gravidique, qui peut être associée soit bien sûr à une protéinurie qui est supérieure à 0,3 g par 24 heures, soit à une dysfonction d'organes. Alors maintenant, cette dysfonction d'organes, elle peut être une dysfonction neurologique, c'est-à-dire que vous allez être devant une femme qui va présenter donc des céphalées atroces ou bien des crises tonico-cloniques, et ça c'est la définition même de l'éclampsie. Deuxièmement, une dysfonction donc hépatique avec une augmentation des transaminases, et là on va être devant le HELP syndrome, des signes donc hématologiques, et ou un dysfonctionnement donc utéroplacentaire avec comme retard de croissance intra-utérin. Et donc il faut garder cette nouvelle définition de la prééclampsie en tête. Alors, bien évidemment, on ne va pas trop tarder sur le suivi biologique de votre femme enceinte hypertendue. Là, vous allez suivre l'algorithme de suivi biologique au cours de la grossesse, trimestre par trimestre et mois par mois. Et ce que vous allez rajouter, c'est bien sûr, vous allez demander le bilan de grossesse et bien sûr, vous allez ajouter le bilan systématique devant une HTA. Alors, les dernières recommandations de l'ESC 2021, ils ont un peu modifié le bilan systématique de l'HTA. Ils ont rajouté l'hémoglobine et l'hématocrite. Moi, je vais dire que vous allez demander bien évidemment non pas une hémoglobine hématocrite, mais une NFS, d'accord, parce que vous avez besoin du taux de plaquettes pour donc décider du diagnostic de HELP syndrome, le dosage de l'acide urique et le bilan hépatique. Alors, la prise en charge thérapeutique, quand vous êtes devant une femme enceinte, comme je viens de dire, et qui est hypertendue, votre objectif thérapeutique, c'est bien évidemment de réduire le risque maternel, tout en utilisant des médicaments qui sont inoffensifs pour le fœtus. Alors la prise en charge thérapeutique de cette femme enceinte hypertendue va dépendre bien évidemment du niveau de chiffre tensionnel, de la gestationnelle et des facteurs de risque qui sont associés. Alors là, c'est à retenir et à apprendre par cœur, c'est que les recommandations internationales, elles indiquent que de démarrer le traitement donc médicamenteux devant toute élévation de la pression artérielle au-delà de 150 sur 95 mm de mercure, et que vous devez démarrer un traitement antihypertenseur en cas d'HTA avec une pression artérielle supérieure à 14 sur 9, dans 2 cas de figure, en cas de patiente qui est hypertendue symptomatique et ou une patiente hypertendue avec atteinte des organes cibles. Alors, votre objectif thérapeutique, ça aussi, c'est à apprendre par cœur. Donc, on avait expliqué lors du chapitre de physiopathologie qu'il faut bien sûr traiter et diminuer les chiffres tensionnels pour améliorer le pronostic maternel, mais en contrepartie, il ne faut pas mettre en jeu le pronostic fœtal. Et donc, vous devez garder une pression artérielle systolique entre 110 à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique qui doit être toujours entre 80 et 90 mm de mercure, au mieux 85 mm de mercure. Et toujours garder à l'esprit d'avoir l'équilibre entre l'abaissement des chiffres tensionnels et le risque fœtal. Alors maintenant, on va voir les principaux cas de figure que vous allez rencontrer lors de votre pratique quotidienne. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes au cabinet devant une patiente qui est hypertendue, connue, donc il y a une HTA chronique essentielle et qui se présente chez vous au cabinet parce qu'elle a un désir de grossesse. Alors là, vous allez faire votre consultation préconceptionnelle parce que toute femme qui est hypertendue doit être préparée pour sa grossesse. Alors, lors de cette consultation préconceptionnelle, la première chose que vous allez faire, bien évidemment, c'est que vous allez vérifier le traitement antihypertenseur de la patiente pour arrêter tous les traitements qui sont contre-indiqués. Alors ça aussi, c'est à retenir par cœur, c'est qu'il faut arrêter tous les traitements suivants. C'est-à-dire, vous allez arrêter les inhibiteurs du SRA, c'est-à-dire les IEC, les ARA2 et les inhibiteurs de l'arénine parce qu'ils sont tératogènes et donc complètement contre-indiqués. Vous allez arrêter les traitements diurétiques parce que les diurétiques thiazidiques et le furosémide majorent le risque d'hypovolémie et donc ils sont à éviter. Et les anti-aldostéroniens sont complètement contre-indiqués parce qu'il y a le risque anti-androgénique chez les fœtus mâles. Et puis, les bêta-bloquants sont à éviter et l'athénolol est complètement contre-indiqué parce qu'il y a le risque de bradycardie fœtale et d'hypoglycémie.
Alors, les médicaments que vous devez garder en tête, il y a 4 médicaments qui sont indiqués chez la femme enceinte. Le premier, c'est les inhibiteurs calciques type nifedipine et nicardipine. Deuxièmement, vous avez les antihypertenseurs centraux, c'est l'alpha-méthyldopa qui est le plus utilisé. Et troisièmement, c'est les médicaments alpha-bêta-bloquants type labétalol. Alors là, c'est un tableau donc, qui récapitule les médicaments qui sont contre-indiqués et les 4 médicaments qui sont autorisés lors de la grossesse. Alors, il faut prendre avec la patiente un temps éducatif. Pourquoi? Pour lui expliquer la pathologie, lui expliquer le risque donc, de développer une protéinurie et ou de passer carrément en éclampsie et en pré-éclampsie. La nécessité de faire un suivi aussi bien donc, chez son médecin donc, de famille que chez son gynécologue obstétricien, de traiter les facteurs de risque associés et surtout d'arrêter le tabagisme et faire un équilibre de son diabète si la patiente est hypertendue diabétique, d'insister sur le fait que la patiente doit obligatoirement acheter un tensiomètre automatique et l'avoir à domicile pour faire la prise donc, régulière de la pression artérielle au moins 2 fois par semaine et au mieux de façon quotidienne. Et là, c'est à retenir aussi, c'est que chez la femme enceinte, on ne donne jamais de régime peu salé. D'accord? La femme enceinte doit avoir un régime qui est normosalé parce que si vous mettez la patiente sous restriction sodée, vous risquez donc d'aggraver l'hypovolémie efficace. Alors là, c'est un arbre décisionnel que vous allez utiliser devant toute patiente qui est hypertendue, connue, qui a une HTA essentielle et qui se présente chez vous au cabinet pour un désir de grossesse. Donc, comme je viens de le dire, récapitulons, donc c'est une patiente chez qui vous allez faire la consultation préconceptionnelle, vous allez arrêter les médicaments qui sont contre-indiqués, vous allez évaluer la pression artérielle et là, c'est très important. Vous allez démarrer, comme on vient de le dire tout à l'heure, un traitement médicamenteux immédiatement devant toute pression artérielle ou HTA sévère, c'est-à-dire avec des chiffres tensionnels au-delà de 16/11. D'accord? Si la patiente se présente avec une HTA légère à modérée, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander une mesure en dehors du cabinet par une automesure ou une MAPA. Si la pression artérielle est entre 14 et 15, là, vous allez démarrer par des règles hygiéno-diététiques et le repos. Si la patiente devient symptomatique sur le plan de son HTA ou développe une atteinte des organes cibles, là, vous êtes obligé de démarrer immédiatement le traitement. Si la patiente se présente avec des chiffres tensionnels au-delà de 15/9, en ce moment, vous démarrez le traitement médicamenteux. Deuxième cas de figure, c'est une patiente hypertendue diagnostiquée en cours de grossesse. Alors là, c'est à peu près le même algorithme décisionnel, c'est-à-dire que vous allez, si la patiente elle se présente au cabinet avec des chiffres de pression artérielle au-delà de 16/11, vous démarrez le traitement immédiatement par les médicaments autorisés. Si la patiente a une HTA légère à modérée, il faut d'abord confirmer par une mesure en dehors du cabinet et traiter si la pression artérielle est supérieure à 15/9. Sinon, si la pression artérielle est entre 14 à 15 ou bien une diastolique entre 9 et 10, en ce moment, vous allez démarrer les règles hygiéno-diététiques, un repos strict pour la patiente et la réévaluer après. Le dernier cas de figure, c'est une patiente qui se présente chez vous au cabinet, elle est enceinte, vous prenez les chiffres tensionnels, vous trouvez une HTA sévère au-delà de 17/11. Là, c'est une urgence extrême. Il faut obligatoirement hospitaliser la patiente parce que le traitement antihypertenseur doit être administré par voie intraveineuse. Et bien évidemment, les médicaments qui sont indiqués, c'est le labétalol en première intention, les inhibiteurs calciques bradycardisants type nicardipine et les inhibiteurs calciques, et les antihypertenseurs centraux type alpha-méthyldopa. D'accord? On va recourir bien évidemment à l'utilisation de nitroglycérine intraveineuse si la patiente a une complication de type OAP. Alors là, c'est un algorithme qui reprend les 3 cas de figure que vous allez rencontrer lors de votre pratique quotidienne au cabinet. Et donc, vous devez suivre les recommandations de la prise en charge de l'HTA chez la femme enceinte. Alors, la seconde question... Il vous reste 1 minute. Oui. Alors, la seconde question, c'est le timing de l'accouchement. Il faut savoir qu'un accouchement doit être programmé chez toute femme enceinte qui a une HTA légère à modérée à partir de 37 semaines d'aménorrhée et que si la patiente, bien évidemment, a une pré-éclampsie sévère, en ce moment, vous allez décider en fonction de la défaillance d'organes et surtout en fonction de la gestationnelle. Alors, si la patiente, elle a accouché et elle se présente chez vous en postpartum
Donc, pour la prise en charge de son HTA, deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la patiente qui est hypertendue et donc qui n'allait pas. En ce moment, vous allez suivre les recommandations internationales de prise en charge de l'HTA chez l'adulte. Et si la patiente, bien évidemment, se présente chez vous au cabinet, elle est hypertendue et elle allait, il faut savoir que tous les traitements anti-hypertenseurs, ils sont excrétés dans le lait maternel et que donc le médicament qui est actuellement donc recommandé, c'est les inhibiteurs calciques à longue durée d'action. Alors maintenant, bien évidemment, la femme enceinte, elle va vous poser une question par rapport à la contraception qu'elle doit prendre. Alors maintenant, au-delà de la période de l'allaitement, il faut savoir que les œstroprogestatifs sont pourvoyeurs donc d'augmentation du risque d'HTA, de maladies thromboemboliques, d'infarctus et d'AVC. Et donc, ce que vous devez mettre chez cette femme enceinte, c'est d'utiliser des pilules qui sont microprogestatives et ou le dispositif intra-utérin. Donc, dernière partie, c'est la prévention. Tous, on est dans nos cabinets en train de faire de la prévention, soit primaire, soit secondaire, soit tertiaire. Et donc, il faut savoir que la prévention des désordres hypertensifs de la grossesse doivent se faire obligatoirement chez toute patiente qui est à haut risque de prééclampsie ou à risque modéré de prééclampsie en utilisant une faible dose d'aspirine entre 100 et 150 mg par jour. La prise doit être faite préférentiellement le soir. Donc, je rappelle qu'une patiente qui est à haut risque, c'est une patiente qui a déjà un antécédent d'HTA gestationnel, une patiente qui a une néphropathie, les maladies auto-immunes, une patiente diabétique ou une patiente qui est hypertendue et une patiente qui est à risque modéré. C'est une patiente primipare, âgée de plus de 40 ans, un intervalle entre les deux grossesses de plus de 10 ans, une patiente obèse, une histoire familiale de prééclampsie ou une patiente qui a des grossesses multiples. Alors, les messages, bien évidemment, que vous allez retenir, c'est que, dorénavant, il faut parler plus donc, de désordres hypertensifs de la grossesse, qui sont fréquents, qui peuvent compliquer plus de 7% donc, des grossesses, que la morbimortalité maternelle et fétale est connue, mais qu'actuellement, vous devez garder à l'esprit les risques de complications à long terme de la femme enceinte, à savoir le risque de récidive, le risque de chronicité de l'HTA, et surtout le risque et l'augmentation du risque cardiovasculaire et cérébral chez ces femmes hypertendues. Faire la prévention de toutes vos patientes qui ont un risque modéré ou un risque élevé par de l'aspirine à faible dose, que vous devez utiliser des médicaments qui sont autorisés lors de la grossesse et connaître les objectifs thérapeutiques pour ne pas compromettre le pronostic fœtal et avoir toujours en tête la balance entre l'abaissement des chiffres tensionnels et le pronostic fœtal et l'intérêt du suivi et de la surveillance de ces femmes enceintes et des fœtus issus de ces grossesses à haut risque. Je vous remercie.